Comme on est faible, comme on est flou, nos idéaux se sont pendus. Faut-il qu'on s'habitue à tout? Faut-il qu'à tout on s'habitue? Comment on s'entraide quand on est fou? La peur de l'autre entretenue. Faut-il qu'on s'habitue à tout? Faut-il qu'à tout on s'habitue? Quand nos sourires se jettent à l'eau. Le travail, c'est quoi en fait, pour vous? Alors, le travail, c'est une question qui est très très vaste et qui recouvre énormément de réalités. Ce que je dirais en premier, moi qui me semble fondamental, c'est que le travail, c'est la question centrale de notre époque. Puisque le capitalisme à l'heure actuelle, le travail est la seule façon des êtres humains pour créer de la richesse. Et le capitalisme à l'heure actuelle tourne le dos à la création de richesse et ne cherche que les profits, les bénéfices par la spéculation. Or, pour répondre aux besoins des peuples, pour répondre à ce que les peuples ont besoin, on a besoin de produire par le travail. Et je pense que la raison profonde de la crise que le capitalisme a créée, c'est celle-là. C'est qu'il tourne le dos au travail pour contourner cette question et pour essayer d'aller directement à la création de profits sans création de richesse. Si on prend par exemple le travail dans les services publics, qu'est-ce que font les services publics? Les services publics répondent aux besoins de la population. Ils ne font que répondre aux besoins de la population sans chercher à faire des profits. C'est le travail dans les services publics est l'exact inverse de la spéculation qui ne cherche qu'à faire des profits sans rien produire, sans répondre à aucun des besoins de la population. Et là, on est dans la question, à mon sens, centrale de notre époque, c'est-à-dire est-ce qu'on revient au travail pour répondre aux besoins de la population ou est-ce qu'on continue dans cette folie capitaliste qui est d'essayer de contourner le travail pour uniquement faire des profits dans un modèle spéculatif. On voit bien, là, par exemple, la façon dont la crise s'est passée, et je vais prendre l'exemple grec. La Grèce a eu des problèmes de paiement, on pourrait discuter de ça pendant très longtemps, ça a été quand même beaucoup fabriqué, cette histoire-là. Mais ce que l'on fait, c'est que l'on est allé chercher une solution à ça dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. On a contraint la Grèce à un certain nombre de choses, et ces contraintes qu'on lui a imposées fait que de nombreux Grecs se sont retrouvés au chômage, de nombreux gens qui travaillaient en Grèce et qui produisaient de la richesse ont dû arrêter de travailler. Or, il va falloir qu'on m'explique un jour comment on fait pour qu'un pays s'enrichisse suffisamment pour rembourser sa dette si on l'empêche de produire de la richesse. Donc on retombe bien sur la question du travail. Est-ce que la solution à la crise que l'on traverse à l'heure actuelle réside dans des systèmes bancaires de plus en plus compliqués, des systèmes financiers de plus en plus complexes, ou est-ce qu'on crée des conditions économiques pour que les gens puissent travailler, produire des richesses et remettre l'économie sur ses rails? Parce que, pour l'instant, quoi qu'on en dise, la seule façon de produire des richesses et de répondre aux besoins des gens, c'est par le travail. Donc la question du capitalisme, c'est comment peut-on faire plus de profit? La question que nous, Front de Gauche, nous posons, c'est comment on répond aux besoins des gens. Et pour répondre aux besoins des gens, la solution, il faut aller la chercher dans l'organisation du travail, dans comment on produit. Qu'est-ce qu'on produit? Pas tout et n'importe quoi. La question environnementale est fondamentale dans cette question-là. Donc les gens, comment leur permettons de travailler? Comment organise-t-on ce travail pour qu'on puisse répondre aux besoins des gens? Notre question est simplement l'inverse du capitalisme spéculatif. Quand nos regards lancent un appel, on cherche à... Et on vit dans un monde mondialisé, donc il faut faire avec. Il faut faire avec des gens qui, à l'autre bout de la planète, peuvent construire des cartables, des voitures, des iPods, des iPads, enfin tout ce qu'on a besoin pour vivre. Hein? Mais je pense que c'est exactement ça, comme ça qu'il faut attraper les choses. Si on reste sur la question du travail à l'intérieur de notre pays, effectivement, on ne s'en sortira pas. La question du travail, il faut la réfléchir au niveau mondial. Et effectivement, cette circulation des marchandises, du produit du travail, pose deux problèmes. D'abord, elle détruit l'environnement par les transports, ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, mais ça pose d'autres problèmes. D'abord, ces délocalisations détruisent des emplois chez nous. Alors on nous dit, oui, mais ça permet de développer les autres pays. Non, ça ne permet pas de développer les autres pays. Ça permet de faire de la production à très bas coût dans d'autres pays dont les populations ne profitent pas. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la Chine se développe plus,
la Chine ou d'autres pays, mais on parle souvent de la Chine en ce moment, que ces pays-là se développent plus pour produire des choses dont leur population a besoin. Or, qu'est-ce qu'il se passe? Ces peuples-là, les ouvriers dans ces peuples-là produisent des choses et pouf, ça s'en va en Europe ou aux États-Unis. Non, non, je souhaite qu'ils puissent produire ce dont ils ont besoin. Nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres. Et que nous, en France, nous puissions, en France et en Europe, produire ici ce dont nous avons besoin pour que les richesses produites ailleurs restent au bénéfice de ces peuples-là et que l'on arrête de délocaliser ici. Ça me semble fondamental. Et quand je dis que nous ne sommes pas en concurrence, ce n'est pas une formule. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent qu'il faut avoir peur de ces pays qui se développent. Non! Si ces pays se développent et que les travailleurs de ces pays produisent plus de richesses, ça ne fait qu'augmenter la richesse globale de l'ensemble du monde. Et c'est bon pour tout le monde. Encore faut-il choisir ce qu'on produit et qu'on ne produise pas n'importe quoi. Mais c'est de toute façon bon. Cette concurrence, cette mise en concurrence entre les peuples, encore une fois, que le capitalisme essaye de nous vendre, est complètement fausse. Je pense que l'on doit en revenir à certains modes de protection, mais de protection intelligente. On a par exemple, pour que des produits rentrent en Europe, un certain nombre de normes de sécurité des produits, et ainsi de suite. C'est une très bonne chose. Pourquoi n'aurait-on pas des normes sociales? C'est-à-dire que ne peuvent rentrer en Europe que des produits qui, dans leur mode de fabrication, les lois internationales du travail ont été respectées. Je ne vois pas en quoi c'est se mettre en concurrence avec les travailleurs de l'autre bout du monde. C'est au contraire la possibilité que nous avons de les aider à faire respecter leurs droits. Pourquoi ne mettrions-nous pas des normes comme ça pour faire rentrer des produits dans le marché européen? Et là, on aurait une régulation qui ne serait pas un refermement sur soi, mais au contraire une solidarité entre les peuples. Et tout le monde y serait gagnant, sauf les capitalistes qui utilisent ça pour aller produire à très bas coût ailleurs, sans respect des normes internationales, en faisant travailler des enfants. C'est ça qu'il faut interdire. Et pour ça... contre un instant de vie. J'entends bien votre discours qui est très humaniste, l'humain d'abord, du social, etc. Mais il y a des savoir-faire, il y a une connaissance, particulier en Europe et en France, où on a un savoir qui peut aider les autres pays qui seraient peut-être plus à même de construire et nous de penser les productions. Oui. C'est un peu le cas. Je prends l'exemple de Renault, par exemple, qui a été... C'est une vision du monde néocolonial que je ne partage pas. Nous serions le cerveau et eux seraient les bras. C'est inadmissible et c'est inacceptable. Ma vision est humaniste, comme vous dites, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi rationnelle et efficace. Parce qu'on voit bien à l'heure actuelle que les solutions financières, par la finance, qui essayent de contourner la question du travail, ne fonctionnent pas. Le côté rationnel économique, qui d'après moi sont entièrement liés. Je ne veux pas fuir votre question sur nous penserions et nous concevrions les produits, et eux les fabriqueraient. Ça me semble totalement déséquilibré parce qu'une société ne peut pas fonctionner comme ça, ni ici ni à l'autre bout du monde. Et comme je vous disais, nous ne sommes pas en concurrence économique. Je m'élève contre cette notion de guerre économique. Donc nous avons intérêt à ce que les autres peuples se développent dans leur capacité de production avec leurs bras, mais aussi que leur niveau technique monte, parce que ça permet de créer des richesses à l'échelle de la planète et que chaque peuple soit indépendant. Et si les peuples peuvent répondre à leurs besoins économiques, on imagine très facilement le nombre de problèmes géopolitiques dont nous allons nous débarrasser, puisque cette concurrence mondiale par le marché économique entraîne des guerres, entraîne tout un certain nombre de malheurs au niveau planétaire, et donc il n'est pas question de créer des pôles où d'un côté on réfléchirait et de l'autre on produirait, ne serait que des bras. Quand nos sourires se jettent à l'eau, quand nos regards On voit lancent que les un coûts de production français sont nettement supérieurs à ceux de nos voisins allemands, qui ont quand même une production industrielle nettement supérieure à la nôtre, avec des coûts nettement inférieurs. Le travail est un coût, excusez-moi, mais en tant que syndicaliste, à part les coûts que l'on donne aux salariés et à leurs organisations syndicales, je ne vois pas d'autres coûts
dans le domaine du travail. Le travail n'est pas un coût, le travail c'est ça qui produit de la richesse. C'est vraiment cette idée-là qu'il faut absolument marteler, parce que les capitalistes essayent de nous faire croire que de travailler, ça ferait perdre de l'argent. Mais où va-t-on? Dans quel monde de fou on est, où on pense que les gens qui produisent de la richesse sont un coût? Pas du tout. Sur cette question du coût du travail entre la France et l'Allemagne, les chiffres sont clairs et c'est entièrement faux. La France a le meilleur taux de productivité au niveau mondial, c'est-à-dire qu'un travailleur en France qui travaille 1 heure produit plus que n'importe où ailleurs. Alors effectivement, il peut y avoir en Allemagne des salaires plus bas. D'abord, serait-il souhaitable que les salaires soient plus bas? Mais le travailleur français produisant plus, même si son salaire est plus élevé, il a le même coût du travail. Deuxièmement, je ne vois pas en quoi c'est un but à poursuivre que d'avoir des salaires de plus en plus bas avec des gens qui n'ont plus de quoi vivre, qui ne peuvent plus consommer. C'est la politique de l'offre, ça. C'est-à-dire qu'on produit n'importe quoi le moins cher possible et on se dit on trouvera bien un client. Le problème, c'est que tout ça mis bout à bout, on ne trouve plus les clients pour acheter et l'économie est ruinée. Donc cette question-là de la concurrence des salaires, moi, me semble une catastrophe économique. Ce n'est absolument pas le but à suivre. Et en plus de ça, tous les économistes sérieux, lorsqu'ils regardent les chiffres, la productivité en France est tellement forte que même avec des salaires plus hauts, le coût du travail est plus faible. Et puis le coût du travail, ça n'existe pas. Un travailleur qui produit quelque chose produit de la richesse. Il ne coûte pas. On cherche à effleurer nos peaux contre un instant de vie. C'est vous qui allez décider de ce qu'il faut produire? Non, c'est pas moi qui vais décider de ce qu'il faut produire. Mais effectivement, on ne peut pas détacher la question du travail de la question de qu'est-ce qu'il faut produire, parce que le travail ne sert qu'à ça. Sinon, on tente tous aller à la plage si on n'a rien besoin de produire. La question est, qu'est-ce qu'il faut produire? Alors, on a besoin d'un certain nombre de produits manufacturés, c'est clair, c'est net, on a besoin d'un certain nombre d'objets dont la population a besoin. Pour autant, il est important de fixer des grandes orientations de la production. Et c'est pour ça que dans le Front de gauche, la question de la planification écologique est une question très importante. Et de quoi on se rend compte? On se rend compte que l'on a de plus en plus besoin d'un certain nombre de choses qui ne sont pas consuméristes. On a besoin d'écoles, on a besoin d'enseignement, de l'école maternelle jusqu'à l'université. On a besoin d'accès aux soins, on a besoin donc d'hôpitaux, on a besoin de services de soins pour que les gens puissent avoir accès à la santé. On a besoin de logements, et particulièrement de logements sociaux. On a besoin de transports en commun propres. On voit que les transports se développent de plus en plus, qu'il n'est plus possible de répondre à ces besoins-là par la voiture. On est obligé donc de développer les transports en commun et les transports en commun en site propre. On a besoin de quelque chose qui pour moi est fondamental, d'accès à la culture. On a besoin que les gens puissent avoir accès aux créations culturelles, aux musées, aux spectacles et ainsi de suite. On a aussi besoin, et on voit la crise dans l'agriculture, on a besoin de produire une alimentation qui soit saine. Jusqu'à il y a peu de temps, la grosse question de l'agriculture, c'était de nourrir tout le monde. Maintenant, on arrive à nourrir tout le monde, on peut commencer à imaginer une autre agriculture dont le but n'est pas de produire de la masse, mais de la qualité. Je pense qu'on a besoin d'un développement économique où on mette l'accent sur tous ces biens qui ne sont pas consuméristes, mais qui sont des questions centrales dans les besoins sociaux. Et ça a un autre avantage, c'est que ça répond aux besoins de la population. Comme vous le voyez, la liste que j'ai faite, ce ne sont pas des biens délocalisables. On ne peut pas délocaliser une école à l'autre bout du monde. On ne peut pas délocaliser les logements sociaux à l'autre bout du monde. Pareil pour les transports et ainsi de suite. Et ça correspond à un impératif de développement durable. Ce sont des biens qui, pour aller vite, ne créent que très peu de CO2, ne détruisent pas la planète. Et donc là, je pense que la boucle est bouclée entre un développement économique qui soit rationnellement économique, efficacement économique, et qui en même temps puisse répondre aux besoins de la population et répondre aux impératifs écologiques. Je pense qu'on a besoin d'aller vers ça. Ensuite, qui doit le décider? Bien entendu, ceux qui doivent le décider, c'est le peuple, en allant voter. Nous, Front de gauche, ce que nous proposons. Plus belle, plus belle. Idyllique, c'est joli, c'est bien, ok, des hôpitaux, tout ça. Ouais, mais qui va payer tout ça? C'est à la fois, c'est qui va payer tout ça, et en même temps,
Il nous faut des gens qui soient des entrepreneurs, des bâtisseurs. Il faut des patrons d'industrie, en fait. Il nous faut des leaders de production, je dirais. Aujourd'hui, qui va vous suivre dans votre politique? Alors d'abord, un petit détail auquel je ne résiste pas. Vous dites que ce que je dis est idyllique. Non, le programme du Front de gauche n'est pas idyllique. Et si le Front de gauche était majoritaire en France, on ne vivrait pas au pays des bisounours. Par contre, c'est clair que ce programme, il est fait pour que les choses aillent mieux. Ça ne sera pas idyllique, mais le but est que ça aille mieux. Qu'il faille des capitaines d'industrie, qu'il faille des bâtisseurs, personne ne dit le contraire. Et nous ne disons pas le contraire. Par contre, le capitalisme spéculatif actuel, lui, dit le contraire. C'est-à-dire que les sommes d'argent qui circulent dans le monde et qui sont mirobolantes ne partent plus justement au soutien de la création, au soutien de l'innovation, au soutien de ce qui pourrait répondre aux besoins des gens, mais partent directement dans les circuits financiers. Donc nous ne tournons pas du tout le dos aux bâtisseurs, aux gens qui veulent développer ce qui est important pour la population. Nous ne sommes pas des planificateurs à tout crin où chaque personne doit consommer uniquement ce que nous lui disons et produire uniquement ce que nous lui disons. Par contre, le capitalisme, lui, détruit tout esprit d'innovation dans ce domaine-là en détournant l'argent vers la spéculation. Le problème là-dedans, c'est pas nous, c'est eux. Il faut moraliser le capitalisme. C'est le discours de Toulon, de Sarkozy. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, par rapport à ce que vous dites, je sens du Keynes dans ce que vous dites. Un peu comme si, et ça va de pair, hein, à la fois on peut moraliser, et à la fois, en aménageant ce capitalisme, finalement, on pourrait trouver des solutions. Alors, doit-on moraliser le capitalisme? Depuis très longtemps, depuis Marx, on sait très bien que le capitalisme n'est ni moral ni amoral. C'est un système qui cherche à faire du profit et il ne connaît rien de la morale et ça ne l'intéresse pas. Donc le capitalisme n'est ni moral ni amoral. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est devenu un système économiquement aberrant et qui n'a plus d'avenir. La société n'a plus d'avenir dans ce système-là et elle ne peut pas résoudre ou dépasser ses problèmes dans ce système-là et la morale n'a rien à voir dans cette histoire-là. Ce que vous entendez dans mon discours, c'est oui la question de la planification. C'est-à-dire que ce n'est pas le marché qui doit décider de ce qu'on doit faire ou pas faire, mais ce sont les êtres humains démocratiquement qui doivent décider des grands axes de leur économie. Et là, oui, effectivement, vous entendez peut-être quelque chose qui ressemble à Keynes, pourquoi pas, Keynes qui est un grand penseur. Keynes disait qu'il fallait euthanasier les banquiers et les rentiers. Je ne suis pas aussi radical que lui et je ne souhaite la mort de personne. Mais effectivement, nous revenons à l'idée de planification où une population, un peuple décide démocratiquement de ce qu'il veut, ce ne sont pas les marchés qui le décident. Les libéraux ont une théorie complètement aberrante où ils disent que c'est une main invisible qui dirigerait le marché. C'est très inquiétant psychiquement de considérer qu'il y a une main invisible qui dirigerait le monde. Chaque fois que j'ai entendu ça, c'est une idée qui me semble complètement folle de penser qu'il y a quelque chose derrière, une force comme ça. Nous pensons que ce n'est pas une main invisible qui doit diriger le monde, mais les peuples de façon démocratique. Et effectivement, ça passe par une planification que nous voulons écologique et sociale. Sont derrière nous, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Faut-il qu'on... Bien, on produit beaucoup et on produit pas cher, dans ce que vous dites. Donc on a une organisation du travail qui est efficiente. Je ne vois pas ce qui pêche du côté de l'organisation du travail et comment les travailleurs seraient d'un mal-être aujourd'hui parce qu'il semblerait que certains vivent mal leur vie au travail. D'abord, une chose qu'il faut réaffirmer clairement, une vérité qu'il faut remettre à sa place, c'est que si en France on produit bien, on produit de qualité, on produit suffisamment et que la productivité est suffisante, c'est dû aux travailleurs. Ce sont les gens qui travaillent qui font ça. C'est une chose évidente à dire, mais
Il faut le rappeler dans le contexte actuel où on essaye de nous faire croire que les gens qui travaillent sont un problème, seraient des feignants et ainsi de suite. Les résultats du travail, s'ils sont bons en France, c'est grâce aux travailleurs. Effectivement, il y a des gros problèmes d'organisation du travail en France et partout, et là véritablement en tant que syndicaliste, je peux l'attester de visu, partout la souffrance au travail est en train de monter et d'exploser. Il y a plusieurs causes à tout ça et là on est dans un sujet véritablement grave parce qu'on touche à la souffrance intime, personnelle des gens, parce que lorsqu'on touche à la souffrance au travail, on touche à ça. Bien entendu, c'est dû à des méthodes de management, de gestion du personnel, comme si on devait gérer les gens, qui sont de plus en plus déplorables et qui sont de plus en plus violentes, qui fonctionnent par la terreur, et on en a vu des exemples qui sont dramatiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces quelques exemples ne rendent pas compte de l'ensemble de la souffrance partout dans le monde du travail en France. Mais je pense que la raison fondamentale, elle est à chercher dans ce que l'on disait au départ. Le capitalisme considère le travail comme un problème, donc il fait souffrir les gens qui travaillent. Le capitalisme cherche à faire des profits par la finance et il ne s'appuie plus sur la création de richesses par le travail, donc obligatoirement se développe un mépris envers les gens qui travaillent. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit de plus en plus de procédures de contrôle totalement inutiles dans la plupart des endroits. On voit de plus en plus de procédures de coercition envers les travailleurs qui les mettent en souffrance. On dévalorise leur action, on dévalorise ce qu'ils produisent, on dévalorise le fruit de leur travail. Et je pense que la principale cause de la souffrance au travail qui est en train d'exploser dans notre pays, elle est là. Elle est dans le mépris du travail qui se développe de plus en plus. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir agir très rapidement parce que ça crée des drames de partout. Et toujours en tant que syndicaliste, je rencontre de plus en plus de gens dont la première revendication est « laissez-nous faire notre travail ». La plupart des gens qui travaillent en France aiment leur travail, savent l'utilité sociale de leur travail. Et on leur impose des procédures de travail qui vont vers le profit le plus immédiat en détruisant la qualité de leur travail. Et détruire la qualité de travail d'un travailleur, c'est le mettre dans une position. Le travail est important dans la vie. C'est ça qui nous définit dans la société. C'est ça qui nous donne une place, qui nous permet de dire je produis, je participe à la richesse globale, donc j'ai le droit de dire quelque chose. Lorsqu'on attaque votre travail, lorsqu'on le dévalorise, on attaque cette place-là de l'homme dans la société. On s'habitue à tout, faut-il qu'à tout on s'habitue. Front de gauche, il va porter quoi au monde du travail qui souffre aujourd'hui? La question, c'est pour nous, quelle place doit avoir la personne qui travaille? Est-ce que c'est juste un exécutant, quelqu'un qui a des bras et qui fait fonctionner ses bras, ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit aussi avoir sa place dans la chaîne fondamentale? Et c'est ce que le Front de gauche promeut, c'est la question de la démocratie dans l'entreprise. Il faut que les travailleurs puissent avoir un pouvoir décisionnel sur les orientations économiques de l'entreprise, mais aussi sur le fonctionnement quotidien du travail dans l'entreprise. Or, ce n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui, à mon sens, est une aberration démocratiquement, c'est qu'on nous explique qu'on est un peuple en France qui serait assez mature pour élire nos représentants nationaux, pour élire le président de la République, qui a des pouvoirs phénoménaux de la 5e puissance mondiale. Mais par contre, en tant que travailleurs, nous n'avons aucune possibilité de décision. On ne peut pas participer aux décisions parce que dans le travail, on ne serait que des enfants. Je pense qu'on doit insuffler beaucoup plus de démocratie dans l'entreprise. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des instances de représentativité du personnel. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que ces instances-là ont un droit consultatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'employeur peut venir, doit venir, voir par exemple le comité d'entreprise et dire « j'ai pris telle décision, qu'est-ce que vous en pensez ?» Les représentants du personnel dans le comité d'entreprise disent « on est pour ou on est contre ?» Et l'employeur dit « voilà, je vous ai entendu, maintenant je décide ce que j'ai envie sans tenir compte de votre avis. » C'est d'une hypocrisie monumentale. Ça ne sert strictement à rien. Je pense que les représentations du personnel doivent ne pas avoir qu'une voix consultative, mais doivent pouvoir participer de façon contraignante à la décision
pour que les salariés puissent exercer des droits sur la gestion de l'entreprise. Si on arrive à faire fonctionner un pays comme ça, je ne vois pas pourquoi la démocratie n'arriverait pas à faire fonctionner des entreprises. On ne s'est pas donné rendez-vous pour vivre et mourir dans la rue. Ces nouveaux droits des salariés doivent être intégrés dans la constitution de cette nouvelle République et comment ça peut se faire et comment ça doit s'inscrire si ça doit s'inscrire dans cette nouvelle constitution. Le pas fondamental que nous devons faire dans la démocratie, c'est dans l'entreprise et dans le travail que ça doit avoir lieu. C'est le prochain grand progrès de notre société est là. Et il est à mon sens aussi important que l'a été l'arrivée de la démocratie politique. La prochaine étape dans l'histoire de l'humanité, pour ne pas avoir peur des grands mots, c'est la démocratie dans le travail. Et effectivement, c'est une bataille très forte, très importante, qui va prendre du temps, mais à mon sens, seul le front de gauche la porte clairement. Faut-il qu'on s'habitue à tout? Faut-il qu'à tout on s'habitue? Quand nos sourires se jettent à l'eau, quand nos regards lancent un appel, on cherche à effleurer nos peaux contre un instant de vie plus belle. Quand nos sourires se jettent à l'eau, quand nos regards lancent un appel, on cherche à effleurer nos